Bienvenue à un épisode extraordinaire du podcast Au-delà du mur, une histoire qui nous emmène dans les profondeurs de la détermination humaine. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans le monde fascinant d'un individu qui, à première vue, ressemble à n'importe qui d'entre nous. Un professeur de mathématiques ordinaire, un voisin souriant, quelqu'un que vous pourriez croiser en faisant vos courses. Pourtant, derrière cette façade discrète se cache un exploit incroyable. Cette année, dans les montagnes impitoyables des États-Unis, il a accompli quelque chose d'épique, quelque chose qui défie. Imaginez-vous gravir des montagnes escarpées sans relâche pendant 24 heures consécutives. 24 heures de pure endurance, de persévérance et de résilience, sans sommeil, sans répit. Et ce n'est pas tout. Ce mystérieux individu a non seulement enduré cette épreuve, mais il a également établi un record du monde qui repousse les limites de l'exploit humain. Il a conquis une dénivellation positive en 24 heures qui dépasse tout ce que le monde n'a jamais vu. C'est une histoire qui vous laissera bouche bée, qui vous poussera à vous demander qu'est-ce qui peut pousser une personne ordinaire à accomplir des exploits extraordinaires. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par l'histoire que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Une histoire qui prouve que l'extraordinaire peut se cacher en chacun de nous, même derrière le visage le plus banal. Restez avec nous pour découvrir ce qui a mené à cette réalisation épique dans cet épisode spécial du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Christophe, bonjour. Bonjour, Merci infiniment de me recevoir chez toi. mais merci pour la visite. Cette météo qui est pas si belle que ça, on a une petite vue sur le lac, c'est assez sympa quand même. Puis c'est pas mal, comme il fait pas trop beau, je suis pas en train de trépigner en regardant l'heure, en me demandant quand c'est que je vais partir faire mon footing. Donc du coup, on peut prendre le temps pour discuter ensemble, c'est parfait. C'est génial, ouais. En plus, je suis pas sympa, je t'ai mis face à la mer, entre guillemets. Exactement, bon, je connais bien la vue, comme c'est chez moi. Donc, Pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un CV? Qui est Christophe? Alors, j'ai 43 ans, je suis enseignant en mathématiques et sport en réalité à la base. Et puis là, depuis quelques années, je donne presque plus que des mathématiques, ce qui me convient bien. Je garde le sport pour la partie, on va dire, loisir. Je suis papa de 2 enfants de 13 ans, des jumeaux. Je suis marié avec une femme, on va dire, relativement souple dans l'organisation. Je pense que c'est un prérequis obligatoire pour tout ultra-trailer. Donc voilà, j'en arrive au hobby, la course à pied, et plus que la course à pied, les ultra-trails et même, je dirais, les grandes aventures. Hmm. Quand on était en préparation de cet épisode, quand on discutait au téléphone, tu me disais que t'as pas toujours fait de la course à pied. Tu faisais une autre activité avant. Oui, exactement. Alors, je suis passé par pas mal d'activités. J'ai toujours été sportif. Quand j'étais ado, j'ai fait du tennis, puis du VTT, même une période de sport de force avec du bodybuilding et du powerlifting. Et puis, depuis quelques années, j'étais très intéressé par les sports outdoor, notamment et surtout la planche à voile. Et la planche à voile, c'est très sympa, mais il faut une disponibilité totale. Faut être prêt au moment où il y a un coup de vent à tout lâcher pour partir. Et puis, on ne fait pas 1 heure quand on part pour faire de la planche à voile. C'est vite une demi-journée qui y part. Donc, voilà un petit peu mon parcours sportif. Et puis, à la naissance de mes enfants, j'ai eu besoin un petit peu j'ai eu moins de disponibilité, donc j'ai eu besoin de trouver une activité qui me prenne moins de temps, ou en tout cas qui soit plus prévisible, et je me suis tourné vers la course à pied à ce moment-là.
J'avais 30 ans. Ce qui est surprenant parce que la course à pied en général, on dit toujours c'est un sport, en théorie, ça coûte pas cher, ça prend pas trop de temps, mais je pense que tu t'es rendu compte que ça prend quand même passablement de temps. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, la course à pied, c'est 3 fois 45 minutes par semaine. Puis il y a un moment où les choses ont dérivé un petit peu autrement, on va dire. Ouais, alors on va sauter justement les pieds joints dedans. Comment est-ce que tu es arrivé dans l'ultra? Alors, je suis arrivé très très vite dans l'ultra, c'est-à-dire que en 2010, quand ma femme était enceinte, j'ai passé une soirée avec elle et puis un couple d'amis. Et puis avec mon ami, on avait un petit peu trop picolé, puis on s'est lancé le challenge de participer à la grande course d'ultra dans la région vers chez nous, le défi du Val de Travers qui s'appelle maintenant le Swiss Canyon Trail, qui à l'époque faisait 72 km. On s'est lancé ce défi-là, on était plus ou moins sportif mais absolument pas coureur, on avait un mois pour le faire. Et puis on s'est dit bon allez, on s'inscrit. Et puis voilà, je suis parti directement, on va dire, trop vite, trop loin, comme le font beaucoup de personnes. J'ai assumé quand même, j'ai pris le départ de la course, je suis allé le plus loin possible, mais j'ai abandonné après 40 km. Mais on va dire que j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première expérience? J'ai retenu de cette première expérience qu'il vaut mieux être préparé quand on se lance dans un défi, mais aussi d'un autre côté que finalement mon corps tolérait assez bien ce type d'effort, puisque quand même j'avais fait 40 km sans aucune préparation. Dans la foulée, je me suis inscrit à Sierzinal qui avait lieu 3 mois plus tard. À l'époque, il ne fallait pas encore être sur son ordinateur dans les 2 minutes pour pouvoir décrocher un billet pour un dossard pour cette course. Et du coup, mon premier Sierzinal s'est plutôt bien passé, avec beaucoup de plaisir à courir en montagne. Enfin, à courir, à alterner marche et course, on va dire, vu qu'il y a des sacrés dénivelés à Sierzinal. Donc voilà, comme je le disais, j'ai mis le doigt dans l'engrenage en me rendant à la fois compte de mes limites, mais aussi de certaines capacités. Comment est-ce que tu t'es mobilisé ou peut-être restructuré suite à ton abandon à ta première course? Je dirais que je me suis pas réellement restructuré puisque simplement je suis reparti sur une course de moins ambitieuse. Un Sierzinal c'est 30 km, j'en avais fait 40, donc je me suis dit que ça devrait aller. Après Sierzinal, je me suis inscrit sur un 100 km pour l'année d'après. Donc je pense que je n'avais pas tout à fait encore bien retenu les leçons et puis je m'étais pas tout à fait structuré. C'est je dirais par la suite que j'ai commencé à être d'une course à l'autre, d'un entraînement à l'autre, beaucoup plus en feedback permanent sur mes sensations pour finalement aller plus loin dans les défis et puis aussi plus loin au niveau de la progression, que ce soit progression au niveau du chronomètre ou plus de kilomètres, plus d'aventures. Tu parles comme quelqu'un qui n'a pas trop subi l'impact de ses enfants. Je m'explique, tu parles d'itération, alors tu es un matheux, donc forcément tu sais combien il y a de secondes dans une journée. J'imagine que en plus tu as eu des jumeaux, donc tu as dû apprendre à optimiser déjà une partie de ton temps. Donc pour savoir à quel moment tu allais t'entraîner, tu as augmenté d'année en année ou de course en course les distances, donc ce qui implique certainement aussi le nombre d'entraînements. Donc comment est-ce que tu t'y es pris? Alors effectivement, donc dès la naissance de mes enfants, j'ai perdu beaucoup de disponibilité, ce qui est inévitable. Voilà, on découvre une nouvelle vie, on découvre des nouvelles choses. Mais voilà, le temps qu'on avait, qu'on appelle le temps libre à côté, celui-là, alors il diminue clairement. Alors la première chose, j'en ai déjà parlé, ça a été de changer de sport. La planche à voile, je ne l'ai plus touché beaucoup, j'en ai fait encore de temps en temps. J'ai énormément de plaisir à en faire quand j'ai l'occasion, mais je sais toutes les contraintes que ça implique. Et en fait, dans la course à pied, dans un premier temps, effectivement, j'ai pas vécu l'arrivée de mes enfants comme étant un souci pour m'entraîner, puisque dans un premier temps, je m'entraînais très très peu. C'est plus mes défis qui ont tout de suite été un petit peu démesurés. C'est-à-dire que quand on part dans la logique de l'ultra-trail, il y a un petit peu 2 écoles. Il y a l'école très prudente, les personnes qui viennent des fois de l'athlétisme, qui font un 5000, puis quand ils performent sur un 5000, ils font un 10 000, puis un semi, puis un marathon, puis après, pourquoi pas de l'ultra. Ça, c'est des personnes qui, en progressant, vont essayer de garder une certaine vitesse. Et puis, il y a l'autre école, c'est à laquelle j'appartiens, où on va très vite, des fois un peu trop vite, ou des fois on doit un petit peu expérimenter aussi quelques blessures, malheureusement. Mais c'est, dans cette logique-là, on aime tout de suite les grands défis, les grands challenges, se lancer dans des distances qui semblent presque inhumaines, mais alors à ce moment-là, la grosse différence, c'est que la vitesse ne sera pas là. Au départ, c'est beaucoup de randonnée, c'est de la rando-course. Et voilà, donc pour revenir à la gestion de mon temps,
je faisais des gros défis, des gros challenges, mais avec très peu de temps d'entraînement. Puis c'est après, au fur et à mesure des années, quand mes enfants ont grandi, on retrouve progressivement plus de temps libre quand eux progressent en autonomie. Et alors là, j'ai commencé à passer de 3 entraînements par semaine, j'en ai ajouté un 4e, puis un 5e. Et puis après, même quand je suis arrivé à 7 entraînements, ça m'est encore arrivé d'en rajouter quelques-uns, puisque j'ai fait des fois ce qu'on appelle l'entraînement bi-quotidien à 2 fois par jour. Mais voilà, là, les choses sont vraiment venues progressivement, année après année. Tu parlais de la gestion des blessures. Comment est-ce que tu as géré ça? C'est arrivé vite ou pas forcément? Alors, dans un premier temps, les blessures étaient pour moi, la cause des blessures était relativement évidente quand je me prépare pas et puis que je pars sur 70 km. Quand après avoir passé mes 30 km à Sierzinal, je m'inscris sur un 100 km. Finalement, on n'a pas besoin d'être docteur en sciences du sport pour savoir quelle est la cause de la blessure. Et puis après, j'ai pris les choses quand même un petit peu plus au sérieux. J'avais comme objectif, comme beaucoup de personnes, de rejoindre la communauté des ultra-trailers en ayant fait une fois l'UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Et là, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus sérieusement. Et puis, je me rendais quand même compte, j'avais une limite au-delà de 100, 120 km. Je me sentais rouillé de partout, j'avais mal aux genoux, j'avais des tendinites au niveau du releveur du pied, un petit peu toujours les mêmes endroits. Et puis alors là, j'ai commencé à avoir une approche un petit peu plus scientifique, un petit peu plus raisonnée, en essayant de chercher la cause. Puis alors, mon premier réflexe, ça a été d'aller dans un magasin de chaussures, puis demander quelles chaussures vont faire que j'aurai plus mal. Un petit peu le réflexe habituel. Et puis là, on m'a conseillé des chaussures avec plus d'amorti. Et puis, je dirais que ça a plutôt empiré les choses. Et alors, par la suite, je me suis renseigné sur ce qu'on appelle la course minimaliste, c'est-à-dire courir avec de moins en moins d'amortis pour, on va dire, renforcer les amortis naturels des pieds. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire la transition avec des chaussures avec beaucoup moins d'amortis. J'ai vraiment joué le jeu, j'ai repris avec des footings de 15 minutes, j'ai fait de la corde à sauter, du renforcement pour les mollets. Et puis, on va dire que 2-3 ans après, tout ça, c'était plus que des mauvais souvenirs. Et puis que j'ai pu vraiment encaisser des distances beaucoup plus longues avec au pied des chaussures extrêmement fines, extrêmement légères, que je trouve aussi du même coup plus confortables pour courir. Donc, tu étais systématiquement dans l'autofeedback, comme tu disais. Déjà, alors, première question, tu n'as jamais eu de coach, en fait? Tu t'es toujours débrouillé tout seul? Oui, j'ai jamais eu de coach. C'est-à-dire que je disais que j'étais prof de maths et de sport. Donc, ma première formation, c'est en sport. Et puis, en sport, je voulais d'abord pas me tourner vers l'enseignement. Je voulais me tourner vers la préparation physique. Donc, je dirais que j'étais assez bien placé pour être mon propre coach. Sauf qu'à l'époque, quand j'avais fait mon université en sport, j'étais un petit peu plus axé sur les sports de force. Donc, j'étais un peu plus attentif dans les leçons qui touchaient au renforcement musculaire que dans celles qui touchaient à l'entraînement. Mais je dirais quand même que j'avais une bonne base, que ce soit en anatomie, en physiologie, de l'exercice, sur ce genre de choses, pour pouvoir faire moi-même mes propres plans d'entraînement. Quand j'ai commencé à augmenter un petit peu les distances et surtout la quantité d'entraînement, je me suis fait des plans d'entraînement très précis, très stricts, comme un coach l'aurait fait pour moi, sauf que je les faisais pour moi-même. Et puis petit à petit, année après année, j'ai de moins en moins suivi des plans. Je m'entraîne plus du tout aux pulsations, par exemple, mais uniquement au feeling, en me disant que le feeling, je pense, c'est à peu près la meilleure arme, en tout cas quand on se connaît bien, et que tant que l'envie est là, on peut enchaîner beaucoup de kilomètres et beaucoup d'heures d'entraînement sans forcément risquer des blessures liées au surentraînement. Parce que quand on rentre dans un surentraînement, souvent le premier facteur, le premier signal d'alarme, c'est la fatigue et le manque d'envie. Donc je travaille énormément à l'envie et en parallèle de ça, comme tu le disais, en auto-feedback pour me dire après chaque entraînement, ok, est-ce que c'est bien allé? Est-ce que j'avais la pêche? Est-ce que j'avais l'envie? Comment on réagit? Est-ce que j'ai des petites douleurs articulaires ou musculaires? Et ainsi de suite. Depuis que tu m'as parlé de l'autofeedback, même si j'étais déjà familier de cette idée-là, il y a une semaine, je suis systématiquement en train de noter tout ce que je mange, comment ont été mes entraînements de sport, etc. Et puis, j'ai peur de rentrer dans une certaine infobésité, je dirais. Quand je fais le bilan de la semaine, de mes entraînements, de comment je me suis senti, je me suis dit, mais je vais mourir, quoi. Tellement tu es à l'écoute du moindre petit signal que t'envoie ton corps. Donc, comment est-ce que tu fais déjà au début pour pas avoir les jetons quand tu te dis, oh purée, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et puis, progressivement, justement, tu t'es lag et tu gardes que ce qui est important. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un sens, je suis en auto-feedback, mais d'un autre côté, je travaille avant tout au feeling. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop tout intellectualiser.
Voilà, j'ai souvent des personnes avec qui je vais m'entraîner et qui des fois me posent des questions sur mais t'es à quel pourcentage de tes pulsations, quel pourcentage de ta PMA, VMA, est-ce que tu as SV1, SV2, enfin, tous des noms qui me disent quelque chose puisque j'ai fait ma formation de base là-dedans, mais concrètement, je les utilise absolument pas au quotidien. Quand je lis des articles dans la presse spécialisée sur le trail running et puis que je vois des plans d'entraînement, tout est tellement théorique que moi ça me met des boutons, ça me donne pas envie. Et donc du coup, cet auto-feedback est vraiment beaucoup plus sur les sensations et puis c'est pas si intellectualisé que ça. Donc, si on fait un petit saut en avant, t'es quelqu'un qui est comme reconnu au niveau mondial tout de même. T'as battu 2 fois le record du monde de dénivelé en 24 heures. On va y revenir, mais le côté systématiquement aller à la recherche du défi suivant, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Alors j'ai dit tout à l'heure que j'étais rentré très très vite dans le monde de l'ultra en m'inscrivant vite à un 70 km puis un 100, puis après j'avais envie de découvrir cette distance reine qui est le 170 km et l'UTMB. Je pense qu'au début j'ai voulu, comme beaucoup de monde, appartenir à la communauté des ultra-trailers, pouvoir dire avec fierté je suis un ultra-trailer et moi aussi je l'ai fait. Et une fois qu'on est dans cette communauté, ben, souvent on a envie d'en sortir. On a envie de s'en démarquer, en tout cas. On a envie de s'en démarquer. Alors, soit ça peut être en disant, ben maintenant, j'ai plus envie de faire ces courses où on est 3000 sur la ligne de départ, qui sont quand même des très gros événements marketing. Je vais chercher un joli petit parcours, une organisation familiale. Soit ça peut être essayer de s'en démarquer en continuant à faire ces grands événements, mais en essayant à ce moment-là d'attaquer sur le chronomètre pour être dans les tout meilleurs. Ou alors, ça peut être de s'en démarquer en faisant des événements encore plus grands, encore plus longs, qui à ce moment-là touchent plus à l'aventure qu'à la course à pied, où on a plus envie de s'apparenter à un Mike Horn qu'à un Eliud Kipchoge, par exemple. Je comprends. Tu as créé ta propre course? Oui, j'ai créé ma propre course, exactement. J'ai créé ma propre course qui s'appelle le Dernier Survivant. En fait, cette course, elle est partie de l'idée, quand j'ai fait mes premiers ultras, je trouvais que tout le monde partait toujours beaucoup trop vite. Tout le monde partait trop vite et puis ben, on se fait emmener et tout. On a beau avoir fait ces temps de passage, on se fait un petit peu tirer par le peloton. Et puis tout d'un coup, on voit un par un les gens qui titubent autour de nous dans la première nuit. Et puis après ça, après 24 heures d'effort, il n'y a plus grand monde qui maintient ce rythme. Et chaque fois, je me dis, dans les premiers kilomètres d'une course, quand je vois tous les gens qui courent dans des montées, je me dis, mais est-ce que vraiment, dans 10 heures, 15 heures, vous courrez encore comme ça dans les mêmes montées? Si la réponse est non, c'est peut-être qu'il faut modérer le rythme. C'est quelque chose qu'on fait très peu en ultra-trail, mais qui se fait beaucoup sur route. C'est ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire d'avoir une allure constante du premier au dernier kilomètre, voire même, si on devait la changer, plutôt d'accélérer sur la fin plutôt que l'inverse. Et dans cette idée-là, je me suis dit, en fait, on pourrait inventer une course où on impose une allure aux coureurs. Et puis, j'ai créé le Dernier Survivant, où sur une boucle de 3 km, ça a l'air de rien comme ça, mais il y a presque 400 mètres de dénivellation positive, les coureurs doivent la faire en 30 minutes. C'est déjà assez sportif, mais pour des très bons coureurs, on va dire que c'est plutôt confortable. Et du coup, ils n'ont aucun intérêt à la faire en 26 ou 27 minutes parce qu'après ils doivent attendre le départ suivant et toutes les 30 minutes un nouveau départ est donné. Et puis ceux qui ne sont pas là dans les 30 minutes à partie sont tout simplement éliminés jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et le record, la durée la plus longue? Alors la durée la plus longue, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas une course qui n'ait pas de finish possible. Donc la course a lieu à l'équinoxe, quand il y a exactement 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Elle part au lever de soleil et l'objectif ultime, c'est de tenir jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire 12 heures, ce qui représente 24 boucles et 9000 mètres de dénivellation positive. Donc 9000 mètres de dénivellation positive en 12 heures, c'est vraiment, ça s'adresse à de l'élite. C'est du très très haut niveau. Pendant les 4 premières éditions, on n'a personne qui l'a terminé, mais on sentait que c'était possible, ça s'en approchait. On a quelqu'un qui a fait 19 boucles, puis 21 boucles. Et puis la 5e édition, en mars de cette année, mars 2023, on a eu 3 finishers d'un seul coup. À ce moment-là, qui se sont départagés sur leur temps de la dernière boucle, de la 24e boucle. Je connais quelqu'un qui changerait les règles l'année prochaine, histoire que personne ne gagne. Alors oui, pour l'année prochaine, les règles seront changées. C'est-à-dire qu'on va amener quelques petites modifications pour rendre le défi encore plus difficile. L'idée, c'est que c'est forcément une course qui va s'adresser à des coureurs un petit peu
qui ont les mêmes intérêts que moi, c'est-à-dire qui cherchent un challenge extrêmement difficile parce que plus le challenge est, on va dire, plus la probabilité d'échouer est élevée, plus ça crée un intérêt dans le challenge. En tout cas, quand on aime ce genre de difficulté. Donc du coup, maintenant qu'on a eu 3 finishers cette année, effectivement, il faut augmenter un petit peu la difficulté, sinon ça va perdre de son intérêt. Il y a plusieurs spin-off. Il y en a une vers Neuchâtel, mais il y en a également dans le canton du Valais, c'est juste. Exactement, c'est-à-dire que la première, celle que j'ai organisée, c'est celle de Neuchâtel. Et puis un concurrent qui est venu participer, qui a adoré ça, il s'appelle Alexandre Hubert, il a dit qu'il aimerait amener le concept en Valais. Et puis du coup, on l'a travaillé ensemble. Je me suis dit, plutôt que d'en faire une course concurrente, on va faire une course partenaire. Et on a un seul site internet qui regroupe les 2 événements. Et puis une fois qu'on est sur le site, on peut choisir si on veut s'inscrire pour la variante neuchâteloise, que j'ai appelée la variante originale. Je me suis gardé une petite exclusivité. Ou alors la variante valaisanne. Et pourquoi pas, peut-être qu'une fois, on aura une variante vaudoise, fribourgeoise. Tout est possible. T'as semé la graine, en tout cas, c'est très bien. Ça me parle. Pas comme participant, mais comme organisateur, bien sûr, parce que 9000 mètres, il faut les trouver en plus à Fribourg. Oui, alors c'est vrai que c'est très difficile quand on pense au challenge puis d'aller au bout, mais c'est aussi une course où des coureurs amateurs, de relativement bon niveau quand même, parce que le rythme imposé est assez important, mais du coup, il y en a qui viennent pour tenter 2 boucles, 3 boucles, battre leur record de l'année précédente où ils en avaient fait 3, ils vont essayer d'en faire 4, et souvent, ils ont beaucoup de plaisir à pouvoir courir à côté des élites, alors qu'en général, on les aperçoit sur la ligne de départ, puis après 5 minutes, ils sont déjà loin devant. Alors là, comme le rythme est finalement imposé, on se retrouve côte à côte avec, entre amateurs et élites, et ça crée une ambiance très très sympa. On va sauter presque dans les pieds, à pieds joints dans une course à laquelle me fait furieusement penser. Ton dernier survivant, c'est la Barclay, à laquelle tu as participé. En quelle année déjà ? Alors cette année à la Barclay, c'était en mars 2023, donc finalement au même mois que mon dernier survivant. Je revenais tout juste de la Barclay quand j'ai organisé la 5e édition du dernier survivant. Alors il y a bien sûr effectivement des inspirations de la Barclay dans mon dernier survivant. Le but n'était pas de faire un copier-coller. D'ailleurs on est sur une course qui se tourne au maximum en 12 heures. Alors que la Barclay, on est sur 60 heures, ce n'est pas le même type d'effort. Mais oui, effectivement, la Barclay, c'est quelque chose de mythique et qui ressemble un petit peu dans l'approche au dernier survivant. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'inscrire à cette fameuse Barclay ? Le fait que ce soit la course la plus difficile du monde, probablement. Et il y a énormément de courses qui se revendiquent les plus difficiles du monde. Et puis quand on s'y intéresse, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour qu'une course devienne plus difficile que les autres ? On a beau augmenter tant qu'on veut le kilométrage, le dénivelé, après on est obligé d'augmenter les barrières horaires en conséquence. Donc au bout d'un moment, les gens ils doivent prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois de congé pour faire des défis suffisamment élevés pour qu'on puisse revendiquer que c'est vraiment le plus difficile du monde. Et pour moi, la Barclay, celle-ci, elle rassemble vraiment tout ce qui peut faire d'une course la course la plus difficile du monde, c'est-à-dire que non seulement elle a la longueur, le dénivelé, mais ça on va le retrouver dans d'autres épreuves, et elle a aussi une barrière horaire qui est calculée très très juste pour que uniquement les tout meilleurs du monde puissent y arriver. Voilà, selon son organisateur Laz, le but est que le challenge soit aux limites de l'humainement possible. Et en plus de ça, tout ce confort qu'on va trouver dans d'autres courses, des ravitaillements, du balisage, on ne l'a pas. À la Barclay, on n'a pas de balisage. On ne sait même pas à quelle heure précisément la course va partir. Voilà, tout est fait pour nous enlever le confort habituel des autres courses. Et puis à partir du moment où on se rend compte, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qu'on ne peut pas jouer uniquement sur les paramètres kilométrage dénivelé pour rendre une course plus difficile, c'est justement sur ces paramètres-là qu'on peut jouer pour passer dans une autre catégorie. Mais du coup, tu te prépares comment pour une Barclay ? Ta femme, elle te réveille à pas d'heure et puis elle te dit vas-y go, c'est parti pour un marathon. Parce que tu peux être prêt physiquement, mais clairement là, on voit que dans la Barclay, ils cherchent à saper déjà le moral. Tu peux pas dire je me sens bien pour la course parce que tu sais pas à quel moment elle va partir. Donc on enlève la sérénité. Donc là, tu es déjà un peu dans le doute quand tu arrives. Donc comment est-ce que tu fais pour préparer à cette course ? C'est juste, alors il y a toute la préparation physique, on va dire, qui est relativement traditionnelle. Mais après, effectivement, il y a toute cette préparation aux imprévus où on va essayer de faire un maximum d'entraînement peut-être de nuit, des entraînements hors sentier, des entraînements où je pars sans savoir à quelle heure je vais revenir, plutôt que d'avoir planifié à l'avance, je vais faire 2 heures ou 2 heures et demie.
Moi, je me faisais des entraînements en hiver où je débutais en sautant dans le lac tout habillé. Et puis, je ressortais de l'eau grelottant. Puis je me disais, ok, maintenant tu pars pour ton entraînement de 3 heures. Et puis je montais sur la crête de Chaumont, dans la neige et tout. Et puis le but, c'était que j'arrive à rester en température, à pas paniquer de ce froid et du fait qu'on est, je ne peux pas dire à l'hypothermie. Hein, et au pire, j'habite pas très loin de l'endroit où je m'entraînais, donc je pouvais toujours rentrer. Je pense pas que je me mettais en danger. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir au maximum de cette zone de confort. Voilà, c'est une expression qu'on utilise fréquemment, sortir de sa zone de confort de nos jours. Mais là, je pense qu'elle est vraiment utilisée à juste titre. Et puis, l'idée que tu as dit, de dire que ma femme pourrait me réveiller tout d'un coup en me disant tiens, voilà, et c'est parti pour un marathon, je ne l'ai jamais mise en pratique, mais j'y ai pensé. J'avais pensé dire à des amis, des collègues, des personnes de la famille, je leur donne un petit ticket sur lequel c'est noté entraînement 2 heures de nuit, entraînement 3 heures, 1500 mètres de dénivelé. Et puis quand ils veulent, ils me donnent le ticket, ils me disent voilà, c'est parti. Et voilà, tout d'un coup, un soir, je rentre chez moi, j'ai fait une soirée avec des collègues, il est 22 heures et juste avant de partir, il y en a un qui me dit ah au fait, tiens, je te donne un petit ticket, tu as 1500 mètres de dénivelé à faire avant d'aller te coucher. C'est quelque chose auquel j'ai pensé, puis que je pourrais peut-être mettre en pratique pour une prochaine édition. C'est dur à assumer quand même de t'envoyer à faire une sortie de 2 heures après que tu aies passé une soirée avec. Je suis sûr que ça leur ferait plaisir. Ouais, alors ça, je sais pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à cette course? Déjà, ça apporte le fait de se confronter à ses propres limites. Parce que très souvent, quand on fait un UTMB, ça ne veut pas dire que c'est facile et qu'on va le finir, mais souvent, si on ne le termine pas, ça m'est arrivé. On va essayer de progresser, de revenir plus fort la fois d'après. À la Barclay, on a beau essayer de revenir plus fort la fois d'après, le parcours ne sera plus forcément le même, il aura changé. On aura des conditions météo qui auront changé. C'est aussi le cas sur un UTMB, mais quand on est sur un parcours hors sentier, non balisé, la météo a quand même beaucoup plus d'importance. Donc voilà, le fait de se confronter à ses limites, de se confronter à un échec, et puis de se dire ok, comment je réagis? Est-ce que je pense que la course est tout simplement impossible pour moi? Puis à ce moment-là, on place la barre un peu plus bas pour un autre challenge. Ou alors de se dire de quelle manière est-ce que je pourrais devenir plus fort, progresser sur tel ou tel point. Et puis l'organisateur Laz disait que c'était un des points communs à tous ceux qui ont terminé une fois la Barclay. C'est des gens qui ne vont pas se chercher d'excuses en disant oui mais les conditions n'étaient pas bonnes cette année-là, oui mais j'avais une petite tension dans le tendon d'Achille, des choses comme ça. Ils échouaient et ils se disaient simplement faut que je revienne plus fort. Alors je ne sais pas si j'ai cette qualité suffisamment développée pour terminer la Barclay, mais c'est en tout cas le mot d'ordre que j'essaye de suivre. Tu vas y retourner l'année prochaine? Alors, je vais postuler, j'espère y retourner. Maintenant, le dernier mot, c'est l'organisateur qui l'a. Chaque année, il reçoit près de 1000 postulations. Il en retient 40. L'année dernière, j'ai pu être sélectionné grâce à un record du monde de dénivellation que j'avais fait. Je l'avais d'ailleurs fait dans ce but-là, dans le but d'avoir une bonne ligne sur mon CV pour être retenu à la Barclay. En allant à la Barclay cette année, j'ai fait 3 boucles, ce qui est plutôt pas mal. Il donne même un petit titre pour le fait de faire 3 boucles. Il appelle ça la Fun Run. Comme ça, il dit que les enfants peuvent participer aussi. C'est toujours sa petite ironie. Mais voilà, j'ai fait une bonne Barclay. Maintenant, on avait aussi des bonnes conditions météo. On n'était pas 2 ou 3 à faire cette Fun Run, on était 9 à la faire. Alors, je ne suis pas persuadé de l'avoir suffisamment marqué pour être sélectionné. J'espère être pris, mais j'ai aucune certitude. Tu as parlé justement de cette ligne du CV, ce fameux record de dénivelé en 24 heures. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors comme tu dis, je l'ai eu 2 fois, ce record de dénivellation en 24 heures. Et les 2 fois, j'ai jamais cherché à faire un record pour le record. Les 2 fois, il y avait un objectif bien précis. La première fois, c'est quand je venais de créer ma course Le Dernier Survivant, où je donnais comme challenge de faire 9000 mètres de dénivellation en 12 heures. J'étais tombé sur un article qui disait que Benoît Girondel, qui n'est pas n'importe qui, c'est un ancien vainqueur de la Diagonale des Fous, c'est du très sérieux, venait de faire un entraînement de 24 heures durant lequel il avait fait 12 000 mètres ou 12 600 mètres de dénivellation positive, puis que c'était la marque la plus élevée, donc c'était considéré comme un record du monde. Et là, j'ai quelques amis qui m'ont appelé en me disant si Benoît Girondel lui-même, il fait 12 600 mètres en 24 heures, ton challenge du dernier survivant de faire 9000 mètres en 12 heures, c'est juste impossible. Et j'ai un petit peu calculé, j'ai regardé la sortie de Benoît Girondel, puis j'ai dit mais en fait Benoît Girondel, c'est pas un vrai record qu'il a fait. Il a fait une vraie grosse sortie
derrière chez lui, où il a une petite colline qu'il aime bien, qui n'était pas très rentable pour faire de la dénivellation. Et j'avais dit comme ça sur un coup de tête, même moi je le fais, ce qu'il a fait, Benoît Girondel. Et du coup, je l'avais tenté, et je ne l'ai pas tenté n'importe où, je l'ai tenté sur le parcours du dernier survivant. L'idée, c'était de montrer déjà que c'était un parcours très rentable pour faire du dénivelé, et puis en plus de faire un petit peu de publicité, de promotion pour l'événement. Et puis en 24 heures, j'étais arrivé à 13 700 mètres de dénivellation, donc à peu près 1000 mètres de plus que ce qu'avait fait Benoît Girondel. Et là, je dirais que pour moi, ça, c'était un peu une révélation. C'est la première fois où, du trailer amateur que j'étais, je me disais, j'entre tout gentiment dans la catégorie des élites. Alors, j'osais pas me comparer à Benoît Girondel parce qu'on ne l'avait pas fait sur le même parcours. Lui n'avait pas cherché à optimiser le dénivelé. Mais voilà, j'avais fait ce record de dénivellation. Ça, on en avait peu parlé à l'époque parce qu'à part Benoît Girondel qui avait fait cet entraînement-là, personne n'avait vraiment tenté un record de dénivellation. Par contre, ça a lancé un petit peu une mode. Ça a lancé presque, on va dire, une nouvelle discipline, comme il y a la discipline du kilomètre vertical, faire 1000 mètres le plus rapidement possible. Et puis, beaucoup de personnes l'ont fait, dont des coureurs élites. Puis la marque, elle est passée à 14 000, 15 000, 16 000. À partir de 15 000, j'ai dit ok, c'est bon, c'est plus pour moi. Puis elle est montée à 17 218 mètres avec Aurélien Dunampala, qui est vraiment pas n'importe qui a fait une saison incroyable cette année. Il a gagné la Hard Rock et la Diagonale des Fous. Il avait, à l'époque, quand il avait fait ce record, il avait déjà fait une fois deuxième de l'UTMB. Donc un très très grand coureur. Je me permettrai jamais de comparer mes performances avec les siennes, tellement il est au-dessus de moi. Tout d'un coup ça m'a titillé quand même. Et j'ai découvert en France voisine, là juste au-dessus de Morteau, une piste de ski très très pentue, 50% de pente, très peu technique, ce qui permet malgré la pente de courir dans la descente parce qu'il n'y a pas de difficulté de cailloux, racines, c'est pas du tout un terrain accidenté. Et puis une bosse relativement courte qui fait un peu moins de 100 mètres de dénivellation, qui est aussi un petit peu plus facile parce qu'on crée moins de fatigue à long terme que quand je tournais sur ma boucle du dernier survivant qui représentait 400 mètres de dénivellation à chaque fois. Et puis j'ai commencé à faire mes calculs et à me dire c'est peut-être jouable. Déjà le parcours, ça va me faire gagner 2 ou 3 000 mètres d'un coup. Si j'arrive en bonne forme, je peux encore gagner 1000 mètres de plus. Enfin, je faisais un petit peu mes calculs par rapport à tout ça. Et le gros coup de motivation, comme je l'ai dit, c'était que si j'obtenais ce record de dénivelé qui maintenant était devenu quelque chose d'un petit peu plus reconnu et d'un peu plus convoité, je ne peux pas dire que ça m'ouvrait à coup sûr les portes de la Barclay, mais en tout cas j'étais en bon chemin. Et voilà, et je l'ai fait, tout s'est bien passé, c'était une journée parfaite. J'ai fait déjà 6 mois de préparation sans la moindre petite douleur, ce qui est très très rare. Quand on est coureur, on sait qu'on surfe toujours d'une petite gêne à une autre. Là, pendant 6 mois, pas le moins de soucis. Le jour J, le temps était sec et frais, tout ce qu'il faut pour la performance. J'ai pas eu la moindre baisse de régime sur 24 heures, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis, j'ai pas fait les 17 200 et quelques que je visais, mais 18 700, donc même 1500 mètres de plus. Et voilà, ça m'a permis de postuler ensuite à la Barclay et puis d'être sélectionné. Bravo. Merci. Bravo. Quel récit épique. Est-ce que ta vie, elle a changé? Alors, t'as pas gagné le 100 mètres en finale des Jeux Olympiques, on est d'accord. Néanmoins, ça reste un record qu'il va falloir aller chercher. Peut-être qu'il va être battu. J'imagine bien qu'il y a des types qui doivent se dire ouais, non, mais moi je vais lui montrer, je vais le battre. Mais qu'est-ce que ça fait justement de se dire de personne, sans vouloir être méchant, tu deviens quelqu'un, il y a une ligne à quelque part, il y a un Christophe Nonor qui dit il vient d'où ce type, c'est sûrement un Américain, non, il vient de Neuchâtel. Qu'est-ce que ça fait d'entrer dans la lignée des gens dont on parle? Alors dans un premier temps, j'avais peur qu'il ne soit pas suffisamment médiatisé, puis que du coup il ne soit même pas reconnu. J'avais peur que quand j'écrive à l'AS, j'ai fait telle performance, ils me disent oui mais je cherche, je trouve rien nulle part. Donc j'ai fait moi un petit peu des démarches auprès de 2-3 médias, que ce soit des médias de la presse spécialisée ou tout simplement les médias locaux ici. Et puis finalement il a été largement couvert par les médias, je dirais même presque trop. Au bout d'un moment, je me disais, je ne mérite pas tout ça non plus. Comme je disais tout à l'heure, je ne me compare pas à Aurélien Dunampala, qui n'est pas le même coureur que moi. Et du coup, ce que ça a changé, c'est que maintenant, c'est vrai que des fois, je m'inscris sur une course. Alors, des fois, je suis même invité sur une course, je ne paye pas mon dossard. Alors, ça, c'est des détails, mais disons que ça fait plaisir. Tout en faisant plaisir, en même temps, des fois, ça met une forme de pression. C'est que tout d'un coup, je m'inscris sur une course où je sais que le parcours n'est pas du tout typé pour moi parce qu'il a peu de dénivellation. C'est plutôt un parcours où il faudra beaucoup courir vite, c'est trop court, enfin ce genre de choses-là. Mais j'ai envie de découvrir la course parce qu'elle m'intéresse.
Et je m'inscris et dans les 2 jours, je vois l'organisateur qui communique sur sa page Facebook. On aura la présence du recordman du monde de dénivelé. Et voilà. Et ça me met une forme de pression qui n'est pas toujours positive. Et puis je dirais que suite à ma participation à la Barclay, ça a encore nettement augmenté. Malgré le fait que la Barclay, je ne sois pas allé au bout, il y en a beaucoup qui ont fait mieux que moi sur la course. Contrairement au record du monde de dénivelé, on peut dire voilà, que c'est la meilleure marque connue actuellement. Par contre, la Barclay est tellement mythique et on en parle tellement ces temps et de plus en plus que tout d'un coup, suite à la Barclay, alors il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, qui refaisaient le parallèle du coup avec mon record du monde. Et voilà, cette pression a encore augmenté. Et puis j'ai eu un petit coup, on va dire, de moins bien en termes de motivation suite à la Barclay, qui est lié à beaucoup de choses, notamment la quantité d'entraînement que j'ai fait pour mon record du monde en mai 2022. J'ai pratiquement pas pris le temps de récupérer vraiment avant d'attaquer la suite de l'entraînement. Et puis j'ai fini en mars 2023, on va dire, sur les rotules après la Barclay, sur les rotules physiquement et aussi mentalement. Et voilà, le tout avec cette pression, la première chose que j'ai faite finalement, c'est que j'ai déconnecté Strava, qui est l'application connue de tous les coureurs, le Facebook des coureurs, parce que j'avais pas envie qu'à chaque entraînement, on vienne dire « Ah tiens, t'es allé un peu moins vite cette fois. Ah tiens, t'as pas fait tes 1000 mètres de dénivelé traditionnel, t'as fait qu'une sortie à 500. » Enfin voilà. Donc je continue à mettre mes sorties sur Strava pour moi, pour mes statistiques personnelles, mais je les mets plus en public. Je vais mettre en public si je fais une jolie sortie dans les Alpes avec 2-3 belles photos et voilà, parce que j'aurais envie de la partager. Et ça m'a permis de m'enlever un petit peu de pression et puis de reprendre maintenant le chemin de l'entraînement, puis de retrouver une belle motivation depuis cet été à peu près. Mais entre mars 2023 et l'été 2023, ça a été un petit peu compliqué. Je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est ce que je pressens chez beaucoup de personnes qui sont connues. C'est cette volonté de se faire reconnaître, de sortir un peu du lot, de faire partie d'une communauté, ensuite de se distinguer un peu. Et dès le moment où tu as réussi à te distinguer, tu te rends compte qu'il y a plein de choses pervers qui viennent. Et l'exemple Strava, il est juste fabuleux parce que même moi, à mon niveau, à chaque fois que je publie une sortie sur Strava, forcément je reçois une notification comme quoi elle a bien été chargée. Tu vas sur Strava, tu vois qu'un tel a fait tel et tel entraînement, tu dis ah tiens, la dernière fois j'étais meilleur que lui, il commence à progresser. Et ça, il y a ce côté un peu pervers, je trouve, à surenchérir, toujours à chercher à en faire plus. Exactement, alors d'autant qu'il y a une double pression sur ce travail. Il y a la pression que tous nos abonnés verront ce qu'on a fait, et puis mes abonnés, alors j'en ai pas des milliers non plus, je suis pas comme une star sur Instagram, mais voilà, je suis passé d'une cinquantaine d'amis qui me suivaient à 700 ou 800 personnes qui me suivent suite au record du monde et puis à la Barclay. Donc déjà ça c'est une forme de pression. Puis en plus il y a la pression avec tous ces segments où voilà, à chaque fois qu'on court on voit notre classement sur telle ou telle partie. Alors je pense que ça peut être positif aussi, ça peut être une motivation à aller s'entraîner plus fréquemment, ça peut être une motivation à pousser un petit peu plus dans un entraînement, mais quand des fois on s'écoute soi-même puis qu'on se dit non mais là j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller plus tranquille, j'ai besoin d'en faire moins et que cette pression reste omniprésente, et là ça a un effet pervers comme tu le dis. Donc tu as très justement su déconnecter et maintenant que tu as retrouvé le plaisir et qu'en plus tu t'apprêtes dans quelques minutes à aller faire ta sortie, je regarde vite fait la météo et j'ai l'impression qu'il pleut plus trop. C'est bon, il pleut plus trop. Puis bon, de toute manière, il faut pas que je fasse les sorties que sous le soleil si je veux préparer la Barclay. Voilà, exactement. Donc la question d'après, c'est tu prépares quoi? Qu'est-ce que tu nous mijotes? Alors, clairement, maintenant, la Barclay, pour moi, c'est devenu tout en haut de mes objectifs. À tel point que les autres courses ne me font plus rêver. Elles suffisent plus à me motiver parce qu'elle a vraiment quelque chose d'à part. Je pense qu'on peut être hyper motivé par un UTMB, puis en parallèle être hyper motivé par une Diagonale des Fous, et puis par la Swiss Peak, et puis il y a plein de magnifiques parcours de trail qui existent. La Barclay est tellement à part et elle n'a tellement pas, je dirais, d'égal dans ce type de défi, à part une variante française, mais qui pour l'instant ne me parle pas encore vraiment, mais peut-être que dans quelques années j'aurai envie de l'essayer. Que voilà, pour l'instant c'est vraiment mon seul objectif. Et puis tout ce que je mets en place avant la Barclay, ce sera uniquement ce que je considérais comme des marches intermédiaires pour y arriver. Et dernière question, je pense que je te laisse tranquille. Si on prend le Christophe d'aujourd'hui et puis on prend ta famille, tu te mets au milieu, comment est-ce qu'ils perçoivent le Christophe d'aujourd'hui versus le Christophe qui faisait de la planche à voile? Ma femme est très contente que j'aie lâché la planche à voile
Parce que très souvent, quand je revenais de la planche à voile, elle me trouvait frustré. Parce qu'on prend un après-midi complet, puis on est allé sur le lac, et puis il y a le vent qui a augmenté, alors on est revenu au bord, puis on a changé de voile, puis on est retourné sur l'eau, et puis il n'y a plus de vent. Voilà, donc souvent, voilà, pour 3-4 heures de planche à voile, j'avais eu 5 minutes ou 10 minutes de plaisir pur, et puis beaucoup de frustration. Donc je pense que mon changement de sport, on va dire, elle le trouve très positif. Elle trouve aussi que ça me fait beaucoup de bien. Quand je vais courir, je reviens toujours beaucoup plus détendu après. Et ça, je pense que c'est mon moteur principal. C'est-à-dire qu'on a tous nos petits tracas quotidiens, qu'ils soient familiaux, ou professionnels ou administratifs. Voilà. On a du retard dans nos paiements, on a 3 choses à faire pour le travail, on a tout ça qui se cumule. Et quand je cours, j'ai l'impression que tout ça s'efface complètement. C'est le seul moment où je suis vraiment à 100% dans le présent. Voilà, dans le présent, je ne pense pas à ce qui venait avant, je ne pense pas à ce qui viendra après. Et ça fait beaucoup de bien. Et quand je reviens de course à pied, je suis nettement plus détendu. Donc je pense que par rapport à ça, ma famille se sent mieux avec moi en tant que coureur qu'avec moi en tant que véliplanchiste. Puis maintenant, le fait que je sois allé, j'ai été reconnu dans certains de mes défis, de mes challenges, ça fait aussi accepter à ma femme, qui a de toute manière toujours été très très conciliante par rapport à ça. On a pratiquement jamais eu de tension sur ce sujet-là, ce qui est vraiment une chance. Mais je pense que ça l'a fait accepter encore plus des fois des absences, certains sacrifices qu'il faut faire. Parce que voilà, elle se rend compte quand même que j'ai pu participer à la course peut-être la plus reconnue au monde, faire un record du monde de dénivelé aussi. Donc le jeu en vaut la chandelle. Et pour tes garçons, t'es un héros. J'espère. Ça, c'est le plus important. J'espère. Merci infiniment, Christophe, pour le temps consacré. Merci à toi, merci beaucoup. Je te souhaite un très bel entraînement et puis je vais croiser les doigts pour la Barclay l'année prochaine. J'aurai les fesses vissées devant mon poste de télé pour ne pas voir la course qui sera diffusée parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de caméra. Exactement, il n'y a pas de télé, il y a juste quelques informations sur des réseaux sociaux. Voilà, exactement. Rien de très très officiel. C'est lacunaire, voilà, exactement. C'est un peu à l'esprit de la course, quoi. Mais en tout cas, je te souhaite une très belle aventure et j'espère que ça va le faire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci infiniment. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.